mais il n'a jamais été fait mention que Ariéderi quittait la vie politique. Par là, je viens vous prouver que même Avichai Mandelblit, qui après 6 ans et demi d'enquête sur Ariéderi, qui a dit que de cette affaire il n'était rien né, qui a critiqué ses équipes concernant les interrogatoires qu'a subi Ariéderi et la façon dont ça a été mené, qui a dit qu'il n'a jamais été mentionné, qu'il quittait totalement la vie politique. Après tout ça, on voit bien que la Cour suprême vient et quand ça concerne des personnes qui, on va dire, ne rentrent pas forcément dans leur idéologie, sont retoquées. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Samuel Lévy. Samuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. En direct de Bnei Brak, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du département francophone du parti Chasse. J'espère que j'ai été précis, n'est-ce pas ? C'est exact. C'est exact. Alors, Samuel, on va parler avec vous d'abord de la loi Ariéderi, qui a été votée hier en première lecture. C'est une loi, il faut bien avouer, qui, dans la société israélienne, suscite une sorte de malaise. Pourquoi finalement, à tout prix, vouloir ramener Ariéderi, qui a été d'abord une première fois condamné par la justice, qui a purgé une peine de prison et qui, à nouveau, avait trouvé un accord de plaidoyer pour éviter, dirons-nous, un procès. Pourquoi faut-il absolument tout faire, y compris faire plier la loi pour ramener Ariéderi au sein du gouvernement ? Vous savez, Daniel Haïk, cette loi-là, c'est pas une loi personnelle. Et quand je le dis, je le pense vraiment. C'est pas une loi qui est faite pour ramener seulement Ariéderi au pouvoir. C'est une loi qui est faite aussi, par exemple, pour tous les autres cas de ministres de personnes donc, c'est-à-dire qui ont été élus démocratiquement à la Knesset, qui pouvaient se présenter démocratiquement à la Knesset, qui ont été élus, mais à qui on va dire non, vous êtes élu à la Knesset, mais vous n'êtes pas assez crédible pour devenir ministre. Or, quand une personne peut se présenter à la Knesset et être élue députée, elle a forcément le droit de devenir ministre. Aujourd'hui, vous savez, ce qui a été retoqué pour Ariéderi pour le fait de le faire démissionner de son poste de ministre, c'est ce qu'on appelle le terme de déraisonnabilité. Or, ce terme-là n'est pas un terme qui est inscrit dans la loi. La loi permet à Ariéderi de devenir ministre. Et c'est simplement l'activisme du Bagatz de la Cour suprême qui a interdit à Ariéderi de façon totalement arbitraire de devenir aujourd'hui ministre. Alors, donc, tout simplement, en fait, aujourd'hui, il faut rééquilibrer, et ça vient dans la continuité de la réforme judiciaire de Yariv Levin. Aujourd'hui, il faut rééquilibrer les pouvoirs et rééquilibrer le rôle et l'activisme de la Cour suprême ici en Israël. Alors, vous parlez de la clause de raisonnabilité qui a été évoquée effectivement parmi certains des 10 juges qui ont décidé, il y a de cela un peu plus de 2 mois, ou près de 2 mois, d'invalider la nomination d'Ariéderi au sein du gouvernement. Mais il y avait un autre argument qui avait été avancé par les juges aussi, à savoir une sorte c'est un argument qu'on appelle en hébreu le hashtag, qui signifie que de facto Ariéderi a dupé en fait le tribunal de paix avec lequel il est parvenu à un accord de plaidoyer en affirmant, en prenant l'engagement de ne plus rester dans la vie politique israélienne, et de facto on a vu que Ariéderi était resté dans la vie politique. Alors qu'en est-il ? Est-ce que finalement cet argument, c'est pas peut-être celui le plus fort qui tient en faveur des juges de la Cour suprême ? Eh ben, je vais vous dire, pour moi, c'est le plus faible. Et vous savez pourquoi, Daniel ? Tout simplement parce que Ariéderi n'a jamais dit qu'il se retirait de la vie politique. Il avait signé un accord, un deal avec le parquet où il s'engageait à quitter la Knesset. Il n'a jamais dit qu'il quittait totalement la vie politique de la Knesset. D'ailleurs, Avichai Mandelblit, qui était l'ancien conseiller juridique du gouvernement, qui a fait le deal avec Ariéderi, lui-même est venu et a témoigné dans un reportage de Ayala Dayan, je crois. De Ilana Dayan, de Ouvda. Voilà, de Ouvda, où il disait que lui-même n'a jamais convenu avec Ariéderi qui quitte totalement à jamais la vie politique. Il n'a jamais été fait le cas de cette mention-là. Alors, en fait, vous voulez nous dire que les juges ont statué sur un principe qui sans connaître la réalité des faits, sans avoir entendu, par exemple, l'avis de Avichai Mandelblit ? Avichai Mandelblit n'est pas venu témoigner au Bagatz lorsqu'il y a eu justement enfin, je ne sais pas si on peut qualifier ça de procès, mais pour savoir si Ariéderi pouvait ou pas se maintenir en tant que juge. Il n'est pas venu témoigner, et par cynisme pur, on voit bien que dans la vidéo où il vient préciser lors de son interview, cette vidéo-là a été coupée au montage et a été diffusée 1 semaine après son procès, justement pour ne pas pouvoir influencer et ne pas pouvoir montrer la vérité.
Donc on voit bien là que, et juste pour ajouter, la phrase qui a été rajoutée comme quoi il quittait la vie politique a été rajoutée en dernier instant par le juge par le juge du tribunal qui a, on va dire, acté comme quoi il y avait un deal entre le parquet et Ari Ederi. Qui après 6 ans et demi d'enquête sur Ari Ederi, qui a dit que de cette affaire il n'était rien né, qui a critiqué ses équipes concernant les interrogatoires qu'a subi Ari Ederi et la façon dont ça a été mené, qui a dit qu'il n'a jamais été mentionné, qu'il quittait totalement la vie politique. Après tout ça, on voit bien que le baguette, la Cour suprême, en fait, on va dire, vient et quand ça concerne des personnes qui, on va dire, ne rentrent pas forcément dans leur idéologie, sont retoquées. Et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de faire passer cette loi, non pas simplement pour Ari Ederi, mais pour montrer que ce ne sont pas les juges qui sont aptes à désigner qui est ministre ou qui n'est pas ministre, mais ce sont bien les députés qui ont été élus par le peuple. Alors, et juste pour terminer, ouais. Alors, on comprend de votre réponse que, au moins au sein du parti Chasse, eh bien, on est très favorable à cette réforme, on l'appuie à 100%. Qu'en est-il dans les partis orthodoxes ashkénazes? Et je vous pose la question parce que demain doit se tenir à Bnei Brak même, au cœur du bastion, on va dire, du judaïsme orthodoxe ashkénaze, une grande manifestation de protestation de la part des opposants à la réforme qui ont décidé d'aller sur place. Comment se positionne le monde orthodoxe ashkénaze par rapport à la réforme? Moshe Gafni, qui est aujourd'hui le leader de Yadut Torah, a passé un message très clair, et ça a été aussi dans les accords de coalition. Il a dit que s'il n'y avait pas la réforme, notamment avec ce qu'on appelle avec la réforme et avec j'ai oublié le terme, désolé. Dites-le en hébreu. Vous savez, le fait qu'on puisse que la Knesset puisse après revoter pour savoir la loi de contournement, la loi de contournement. Voilà, la loi de contournement, merci. Et tout simplement, aujourd'hui, il a été très clair. Il a dit que s'il n'y avait pas aujourd'hui la loi de contournement, si elle ne passait pas, il n'y aurait pas de gouvernement. Donc, au contraire, que ce soit au niveau du parti Sefarad Shas ou au niveau des partis orthodoxes ashkénazes, le message est très clair. On a besoin de cette réforme judiciaire. Ce n'est pas une révolution, c'est simplement revenir, en fait, rééquilibrer les pouvoirs entre le juridique et la Cour suprême. Les juges, malheureusement, se sont attribués trop de pouvoirs ici en Israël, et alors que c'est des pouvoirs qui ne sont même pas écrits, mentionnés dans la loi. Et ils ont inventé beaucoup trop de termes juridiques qui ne sont pas là, eux aussi actés dans la loi. Et donc c'est très important de pouvoir réformer cela. Alors je voudrais vous poser la question parce que justement vous êtes peut-être au sein du parti Chasse. Le parti Chasse se démarque un peu, on va dire, du monde orthodoxe ashkénaze par une forme de souplesse, on va dire entre guillemets, de plus de souplesse que certaines rigidités du monde orthodoxe ashkénaze. Je voudrais vous poser la question, que dit-on au sein du monde ashkénaze du débat actuel qui attise les tensions au sein de la société israélienne entre partisans et opposants à la réforme, entre État Israël, État juif ou démocratique, État juif et démocratique, État démocratique et juif. Où se positionne-t-on dans le monde ashkénaze et finalement, est-ce que le principe même de l'État d'Israël en tant que tel, il est reconnu par le monde ashkénaze, ou on est encore, on va dire, dans une forme de réserve par rapport à ce grand principe? Alors écoutez, moi je peux vous parler du monde séfarade, mais si vous souhaitez, on peut parler aussi un petit peu du monde ashkénaze. Il faut savoir que le monde ashkénaze aujourd'hui, notamment Yadut Torah et font partie du gouvernement. On envoie des députés à la Knesset, ils reconnaissent l'État d'Israël, mais c'est vrai qu'ils le font, on va pas dire ils le font de manière mesurée. C'est-à-dire que bien sûr que ce sont des personnes ashkénazes, donc pour eux, on va dire que c'est un crève-cœur quand il y a des lois qui sont passées qui sont forcément contre la Torah. Mais concernant aujourd'hui l'avenir en fait par rapport à ces manifestations, ce qui est aujourd'hui, on voit bien que les manifestations en fait ne se résument pas par rapport à la réforme judiciaire. Ça va beaucoup plus loin que ça. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui Israël se trouve à un carrefour de son avenir, à savoir est-ce que on va prendre une direction d'un État laïque, ressembler un petit peu aux États européens, ou est-ce que Israël va garder tout simplement sa singularité, et c'est mon vœu, d'un État qui sera juif, qui sera aussi démocratique, mais qui sera avant tout juif avec des valeurs juives. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle bon nombre d'entre nous francophones, on est montés en Israël
pour pouvoir retrouver les valeurs, pour pouvoir vivre un judaïsme ici décomplexé. Et ça serait pour moi une grande, on va dire que ça serait pour moi une catastrophe si Israël venait à perdre son statut si particulier d'État juif. On voit bien que même si je me permets de vous interrompre, même si jusqu'à présent on va fêter le 75e anniversaire de l'État d'Israël, on peut pas dire vraiment que, et là je parle encore à nouveau du monde orthodoxe plus que du monde séfarade, du monde orthodoxe ashkénaze, on peut pas dire que jusqu'à présent, les orthodoxes se sont mis au garde à vous pour chanter la Tikva, saluer le drapeau de l'État d'Israël, faire le service militaire qui est en fait la base de toute participation commune à un défi national. Finalement, il y a toujours ces réticences et finalement dans le cas précis ça peut juste donner de l'eau au moulin de ceux qui disent bien oui, c'est nous qui servons dans les unités d'élite de l'armée israélienne, les pilotes, les high-tech team, etc. Tout cela, par contre de l'autre côté, ceux qui sont au gouvernement, eh bien ils ne servent pas dans l'armée israélienne, ils ne sont pas véritablement israéliens à 100%. Écoutez, Daniel Haïk, vous savez, c'est l'État d'Israël qui a une armée qui est Tzahal. Et c'est pas Tzahal qui a un État et qui est Israël. Parce que sinon, tous les chefs d'état-major deviendraient de facto Premier ministre. Je pense qu'il faut arrêter avec cette démagogie de dire que celui qui a servi dans Tzahal, et je suis bien placé pour le dire parce que j'ai moi-même servi 2 ans et demi dans Tzahal et j'ai été ce qu'on appelle le Lochem Medina d'Israël et avec plaisir. Mais il faut arrêter de qualifier, enfin de montrer les citoyens israéliens qui ont servi dans Tzahal comme s'ils avaient des droits supplémentaires par rapport aux autres citoyens. Vous savez, aujourd'hui, 40% des Haredim sont volontaires pour faire du bénévolat dans des associations, contre 23% dans le secteur laïque, et 86% des Haredim font des dons aux œuvres, contre 58% des Juifs israéliens. Je vais vous rappeler aussi que, si vous voulez, on parle de grandes associations comme Yehoud Hatzalah, comme Yedidim, comme Yad Sarah, comme beaucoup d'autres choses qui participent aussi à la bonne démarche de l'État sur des fonds qui sont totalement privés sans recevoir un shekel de l'État d'Israël. Alors vous savez, quand on parle des orthodoxes pour Tzahal, alors qu'en plus il y a de plus en plus de personnes orthodoxes qui vont dans Tzahal, quand on parle justement des orthodoxes on baisse toujours le volume quand on parle des associations qui viennent aider toutes les parties du Ham Israël sans distinction. Et puis même pour aller un petit peu plus loin, si vraiment Tzahal avait envie d'incorporer des jeunes orthodoxes en particulier, il faudrait qu'elle se donne aussi les moyens, c'est-à-dire créer des unités qui seraient compatibles avec leur mode de vie. Ça serait aussi au niveau de la cache-route, au niveau du Shabbat. Donc vous voyez, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut soulever. Je suis pas sûr que Tzahal elle-même ait envie de changer beaucoup de choses dans son institution. Et encore une fois, je pense qu'il faut arrêter avec cette démagogie de dire celui qui a servi dans Tzahal a plus de droits qu'un autre citoyen, puisque c'est l'État d'Israël qui a une armée et non pas Tzahal qui a un État. Et il faut remarquer, puisque effectivement, je le disais en vous présentant que vous êtes le secrétaire général du département francophone du Parti Chasse, que le Parti Chasse, lui, a une position, on va dire, nettement plus nuancée. Effectivement, on peut dire que, ne serait-ce que pour parler de celui qui est le représentant des francophones en Israël, au sein de la Knesset, Yossi Taïeb, lui-même a servi dans une unité de combattants de Givati de l'armée israélienne. Et on va dire qu'au sein du Parti Chasse, on va dire, le sentiment de citoyenneté envers l'État d'Israël, il est beaucoup plus plein, beaucoup plus affirmé, n'est-ce pas ? Oui, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, nous n'avons pas de problème avec l'État d'Israël. Vous pouvez regarder sur nos affiches de campagne, le drapeau d'Israël est présent. Vous l'avez rappelé, Yossi Taïeb a été membre de Givati. Ariel Bousso est aujourd'hui officier dans la réserve de Tzahal. Moi-même, à ma petite échelle, j'ai aussi servi 2 ans et demi dans Tzahal. Même Arié Derry a été soldat. Donc Vous voyez, un court temps, mais certes, mais il a aussi il a servi aussi dans Tzahal. Donc vous voyez, on n'a pas de problème avec l'armée. Simplement, on veut juste aujourd'hui faire passer le message que on est en Israël. Et Israël est une terre qui nous est donnée par Hachem dans la Torah. Et s'il y a des jeunes qui veulent pouvoir se consacrer à l'étude de la Torah, je pense que c'est le seul pays au monde où ils puissent pouvoir le faire. Et je pense que c'est très important aussi.
Eh bien, Samuel Lévy, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions, à la fois sur la loi Arié-Deri, qui a donc été votée hier en première lecture et qui devrait être votée prochainement en seconde et troisième lecture. On ne sait pas si ça sera avant la fin de la session d'été d'hiver de la Knesset ou après donc les fêtes du Yom Ha'atzmaut. Mais en tout cas, ça devrait intervenir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous également et d'avoir répondu à nos questions aussi concernant les orientations du monde orthodoxe, en particulier du monde orthodoxe ashkénaze. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Avec plaisir. Shalom, shalom, comme ça.